on va passer sur la preview des Bulls. Jérémy, tu étais à l'écriture avec Val sur cette preview. Globalement, on sait, c'est devenu une notoriété publique maintenant dans la CRNBA que c'est une équipe que tu aimes particulièrement. Est-ce que je peux te lancer en intro sur ces Bulls-là pour nous parler de la saison dernière, des réussites, des échecs, de la dynamique? Qu'est-ce que tu as pu penser de ces Chicago Bulls la saison passée? Qu'est-ce qu'il a pu se passer dans la ville de Chicago, Windy City? Qu'est-ce que tu as pu voir à ce niveau-là? Ok, là c'est marrant, je fais ça parce que je suis en train de regarder et je crois que j'ai écrit toutes les previews des Bulls depuis la création du site, donc effectivement je comprends pourquoi la réputation s'est forgée. Ouais, alors bah, du coup la saison des Bulls. Déjà avant de parler de la saison, qu'est-ce qu'on se disait l'année dernière avant que ça démarre? Parce que les Bulls c'était un petit peu une équipe entre guillemets, qui était toute nouvelle, hein. On avait vu les prémices de ce roster-là avec l'arrivée de Vucevic pendant la saison 2021. Mais là, il y avait un tout nouvel effectif avec l'arrivée de DeRozan, de Caruso, de Lonzo Ball. Donc, on a abordé la saison en ayant un plutôt bon espoir, en tout cas chez Q-Basket, de voir une équipe qui était très forte offensivement parce qu'on voyait plein de joueurs qui étaient très compatibles. On voyait des arrivées qui répondaient à des problématiques qui étaient celles des Bulls. Par exemple, DeRozan répondait à cette nécessité en fait d'arriver à finir les matchs parce que les Bulls c'était une équipe qui finalement n'était pas si mauvaise mais n'arrivait pas à gagner dans le clutch. Par contre, on avait un petit peu plus de... On voyait plus de limites, en tout cas sur l'aspect défensif, où on se demandait si tout ce groupe-là allait arriver à vivre ensemble. Et je dis ça parce que justement, ce qui a étonné avec la saison des Bulls, c'est que dès la pré-saison, on avait une équipe qui jouait à un niveau d'intensité et avec des rotations défensives qui étaient extrêmement étonnantes. Pour un groupe dont on n'attendait pas ça, en tout cas comme un point fort, et dont on pensait qu'il faudrait un temps de rodage pour arriver à jouer ensemble. Et en fait, non. Ils sont arrivés vraiment très agressifs. Et surtout très organisé derrière un Bill Donovan qui avait visiblement fait un excellent travail pour coordonner cette équipe. Donc la saison a démarré très fort et on a vu les Bulls d'ailleurs prendre le contrôle de la conférence Est au nez à la barbe des Brooklyn Nets en début de saison. Donc finalement tout allait bien. On avait un Lonzo Ball qui était devenu un peu une sorte d'aiguilleur défensif et un véritable leader de la défense. On avait un duo Zach LaVine, DeMar DeRozan qui était honnêtement, on avait deux joueurs qui étaient aussi forts l'un que l'autre offensivement, qui portaient autant des morceaux de création qu'un scoring, tous les deux très très efficaces. Et donc on s'est dit finalement assez tôt dans la saison, s'ils arrivent à maintenir le rythme, finalement cette équipe elle peut très bien briguer le top 3 de la conférence. Bon, malheureusement, une fois n'est pas coutume, et en fait, c'est un petit peu la vie en NBA. Les blessures sont venues se mêler de la saison. On les a vus perdre Patrick Williams, puis Alex Caruso, puis Lonzo Ball, que des joueurs qui étaient des rotations extrêmement importantes, et en plus pour des périodes qui étaient plutôt longues. Et au fur et à mesure de la saison, on les a vus dégringoler doucement, puis un petit peu plus rapidement. Euh, alors, on a eu un Demar DeRozan qui fait sa meilleure saison, je pense, en NBA. On entendait parler de lui pour le titre de MVP en cours de saison, tellement il nous a fait un mois, je pense, de janvier, février, mars, où il portait offensivement l'équipe et il permettait à des Bulls qui avaient perdu leur marge de manœuvre de continuer à gagner en étant très fort dans le clutch et en ayant des pourcentages de réussite assez effrayants. Et puis, quand Demar DeRozan a ralenti, étant donné que certains retours ont tardé, certes Caruso est revenu, mais Patrick Williams a mis beaucoup de temps à revenir. Lonzo Ball, qui devait revenir en cours de saison, après une opération du ménisque, n'est finalement jamais revenu. Et d'ailleurs, on en parlera après, mais il n'est toujours pas revenu à l'heure actuelle. Finalement, toutes ces petites choses ont fait que Chicago arrive à se maintenir sur le fil pour les playoffs en gardant la 6e place. Ce qui est un petit peu décevant au vu du potentiel qu'ils avaient montré en cours de saison. Et puis, opposé aux champions en titre, hein, aux Bucks, on a eu une série qui était peut-être un petit peu frustrante parce qu'on aurait aimé voir cette équipe jouer dans une série un petit peu plus ouverte, mais on avait juste l'impression, et avant même que la série commence, qu'ils allaient jouer contre une équipe qui était juste euh, trop forte et mieux organisée, et que de toute façon, la seule présence de Giannis ferait que même s'ils arrivaient à maintenir un gros niveau défensif, en fait, finalement, ils n'arriveraient pas à passer la montagne. Et effectivement, ils sortent 4-1 sans vraiment qu'il y ait de débat sur l'issue de la série. Donc finalement, pour cette équipe, c'est quand même bien parce que les Bulls reviennent en playoff. Maintenant, étant donné l'été qu'ils ont eu, est-ce qu'ils ont les moyens cette saison de faire mieux ou ils ont déjà
voilà, taper un plafond de verre qu'on pouvait imaginer au moment où cette équipe a été mise en place l'été dernier. Complètement. Une réussite malgré tout, j'ai envie de revenir parce que c'est vrai que la dynamique que tu décrivais très bien, on a l'impression du coup que tout va vers le pire finalement chez ces Bulls-là, malgré tout, il faut le dire, avec un effectif aussi changé, aussi chamboulé, aussi nouveau, retrouver les playoffs, trouver les playoffs vraiment, et notamment les offrir à Zach LaVine, qui ne les avait jamais vécus de sa carrière jusqu'alors, ça reste en soi une réussite pour la saison passée au moins. Maintenant, la question, tu l'as bien évidemment parfaitement posée, ça va se demander, est-ce qu'il y a un plafond sur cette équipe? Est-ce que c'est celui de la saison passée? Est-ce qu'on peut imaginer un petit peu mieux? Quels sont les problèmes et les problématiques que vont devoir faire face ces Bulls-là? Et on va parler bien évidemment de tout ça en long, en large, en travers. Je vous ai envoyé dans le chat la preview écrite par Jérémy et Val, qu'on salue. Bien évidemment, elle sera disponible dans la description pour ceux qui regarderaient cette preview via la rediffusion YouTube. Je vais l'afficher, cette preview d'ailleurs, pour faire comme d'habitude, vous avez l'habitude maintenant, le point sur le roadster au poste de meneur Lonzo Ball, Goran Dragic, une des arrivées de l'intersaison, Kobe White, au poste derrière Alex Caruso, Ayo Dosunmu, Jevan Freeman Liberty, Zach LaVine, au poste d'ailier DeMar DeRozan, Javonte Green, Derrick Jones Jr., Dalen Terry, au poste d'ailier fort Kostas Antetokounmpo, Malcolm Hill, Justin Lewis, Patrick Williams, au poste de pivot Tony Bradley, Andre Drummond, autre arrivée de l'intersaison, Marko Simonovic, Nikola Vucevic. Vous l'avez vu, et vous le voyez d'ailleurs à l'écran entre les départs et les arrivées, le calme plat cet été, à l'exception de deux choses. Enfin, une chose d'abord principale, la prolongation de Zach LaVine, 215 millions sur 5 ans, un très beau contrat pour le scoreur des Bulls, un des fers de lance de ces Bulls, bien évidemment qui s'est transformé au fur et à mesure des années en scoreur ultra efficace, avec une palette offensive disponible aux 3 niveaux. On connaît bien évidemment ses capacités athlétiques, mais sur le pull-up, notamment à l'extérieur à 3 points, ça reste un joueur, un des meilleurs dans la ligue sur le volume qu'il peut prendre. L'autre actualité, puisque celle-ci était non pas acquise, mais attendue, c'est deux arrivées. Les arrivées de Goran Dragic et Drummond qui répondent à des manques de la part de ces Bulls, notamment à la main avec Goran Dragic, puisqu'on sait que, on va y revenir juste après, le cas de Lonzo Ball avec sa blessure risque d'être compliqué, et donc il y aurait un manque de création à la main. Néanmoins, encore une fois, Goran Dragic, ça reste vieillissant, clairement, et on ne s'attendra pas à un rôle forcément de titulaire, mais plus peut-être sur la seconde unité. Et Andre Drummond qui, depuis 2 ans, fait le tour des franchises en étant plus ou moins bon, on peut le dire. Autant il y a des fois où il a pu se racheter un rôle plus ou moins intéressant, autant parfois il fait preuve des mêmes problématiques qu'il a affichées toute sa carrière, des errements défensifs, des déconcentrations, offensivement du stat padding, on peut le dire, de la stat un petit peu dans le vide. Quel Drummond les Bulls pourront récupérer? On verra bien au cours de la saison. Malgré tout, c'est un été assez calme et presque dommageable peut-être pour la franchise qui voit à côté les autres franchises de l'Est s'améliorer. On parlait d'Atlanta hier, mais on parlait des Cavs juste avant. Est-ce que ça ne va pas porter préjudice à la franchise? On va y revenir. Mais avant toute chose, il est essentiel pour parler des Bulls, je pense, de parler du cas de Lonzo Ball. Tu le teasais un petit peu dans ton introduction, Jérémy. Lonzo Ball, c'est un joueur qui a été décisif pour la franchise la saison passée. C'est un joueur qui a eu énormément d'impact. Est-ce que tu peux décrire un petit peu le pourquoi du comment? C'est Lonzo qui a transcendé cette franchise. Pourquoi il est aussi important pour ces Bulls et pourquoi il est vraiment essentiel qu'il puisse revenir, et on espère qu'il réussira à venir malgré une blessure qui semble vraiment très grave et qui pose vraiment un doute sur ses capacités à même rejouer en fait au sein de la ligue. Ouais, alors, effectivement, Lonzo Ball, contre toute attente, ça a probablement été le joueur enfin, contre toute attente, pas vraiment en fait, mais c'est pas le joueur qu'on attendait comme le joueur le plus important de l'équipe, et pourtant, par sa polyvalence défensive, il a permis à ces Bulls
effectivement de faire un très bon début de saison, non pas de s'imposer en fait comme une défense élite en NBA, mais d'avoir un niveau défensif suffisamment fort pour que l'attaque qui tournait très bien puisse ensuite faire le reste. Il apporte déjà une taille assez importante pour un meneur. On parle d'un meneur entre 1m96 et 1m98 qui permet à l'équipe déjà de switcher plus, mais qui en plus est un excellent défenseur d'équipe et qui faisait un petit peu ce rôle qu'on a vu chez d'autres joueurs d'aiguilleur défensif et de principal communicant qui permet à chacun de dire toi tu dézones, toi tu sors de ta rotation, vas-y switch et donc qui permettait à l'équipe de fonctionner défensivement et quand il était sur le terrain, alors c'est toujours une stat un peu à prendre à la légère, surtout quand en tout cas avec des pincettes, surtout quand tu as un joueur qui joue que 35-40 matchs dans une saison, mais l'équipe encaissait 8, je crois 6 points de moins avec Lonzo Ball sur le terrain quand il était sur le banc, ce qui en dit assez long. Et ce, alors qu'en plus, il possède d'autres défenseurs très solides sur les rotations extérieures pour le remplacer. Alors pourquoi effectivement, il y a la taille, il y a la possibilité de switcher, il y a le fait qu'effectivement, il y a d'autres très bons défenseurs extérieurs et qu'il était probablement le plus adaptable de l'équipe. Et en plus, offensivement, là aussi, on a des fois une image d'un joueur qui est un peu biaisée et beaucoup de gens voient Lonzo Ball comme un joueur qui n'a pas de shoot et qui dépend du coup de sa création pour autrui. Et en fait, il avait beaucoup évolué pendant ces années aux Pelicans. Et en fait, c'est un joueur qui est capable de tirer à plus de 40% à 3 points sur 7-8 tentatives par rencontre. L'année dernière, chez les Bulls, il tire à 42,3% à 3 points avec 7,5 tentatives par match. Donc on a un joueur qui, oui, peut apporter de la création, mais qui en fait n'a aucun problème à évoluer off-ball. Et c'est parfait parce qu'à côté, il y a Demar DeRozan et il y a Zach LaVine qui sont extrêmement bons balle en main, qui ont besoin de la balle, qui sont capables de créer aussi pour autrui et qui sont beaucoup plus efficaces et beaucoup plus dangereux balle en main. Donc ça permettait d'avoir vraiment une multitude d'options offensives à Chicago. À partir du moment où il se blesse, on voit qu'effectivement l'équipe chute d'un cran défensivement. Elle manque aussi d'un joueur de rotation important. Finalement, alors qu'on pensait qu'il reviendrait en cours de saison et qu'il apporterait un petit coup de boost avant les playoffs, on a des nouvelles vers le mois d'avril où on nous dit qu'il peut toujours pas jouer au basket, ce qui est assez inquiétant dans une mesure où une opération du ménisque comme la sienne n'est pas censée générer de séquelles. Et en fait, cet été, on a encore eu des nouvelles. Et il y a, je crois, une semaine de ça, quelques jours avant son opération, il déclarait quelque chose comme je peux toujours pas jouer au basket, qu'il peut pas courir, pas sauter, et que en fait, dès qu'il plie un petit peu le genou, il a juste aucune force pour sauter. Donc en fait, s'il joue, il joue sur une jambe. Dans la foulée de cette interview, il a été réopéré. Donc maintenant, il part dans un nouveau process de rééducation qui va durer encore des mois. Donc, ce qui veut dire, et c'est un gros coup dur pour les Bulls, que finalement, il ne faut pas compter sur lui avant au mieux le début de l'année prochaine, quoi. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment un coup dur pour l'équipe. Très gros coup dur que l'équipe va essayer malgré tout de compenser sur son poste. Et possiblement, on a quelques joueurs quand même qui restent intéressants. Alex Caruso en premier lieu, bien sûr, qui a un profil assez similaire finalement défensivement en termes de playmaking et sur le off-ball. On a également Ayo Dosunmu, qui reste un très jeune joueur, mais qui montre des signes très encourageants défensivement sur le playmaking. Et pareil offensivement off-ball, donc qui est potentiellement aussi dans un rôle similaire, différemment cette fois-ci. On peut penser à Kobe White qui a toujours été à Chicago dans cet aspect un petit peu duel entre arrière, mais par la force des choses, devoir assurer un petit peu plus de playmaking et un poste de meneur de jeu qui ne lui convient peut-être pas complètement, mais sur lequel il s'est mine de rien formé. Goran Dragic, tous restent malgré tout des seconds couteaux à la base. Est-ce que tu en vois un plus en vue que les autres dans cette optique de pouvoir un petit peu remplacer Lonzo? En fait, j'ai un peu peur qu'il soit obligé de faire comme la saison dernière, c'est-à-dire de faire un petit peu sans véritable meneur de jeu avec une forte capacité de création pour autrui, et donc faire reposer l'attaque sur le duo Zach LaVine, Demar DeRozan. Il y aurait la possibilité normalement de trouver aussi de la création avec du poste haut avec Nikola Vucevic. Le problème étant que Nikola Vucevic fait une saison catastrophique, on y reviendra après, mais
ça enlève des options. Et aujourd'hui, ils ont le choix entre, comme tu dis, Alex Caruso, qui est pas vraiment un meneur de jeu, qui est plus une sorte de défenseur et de joueur qui va prendre le rôle qu'on lui donne, mais en tant que rôle secondaire. Et ensuite, comme tu dis, Kobe White, il est considéré comme un meneur de jeu, mais dans les faits, c'est plus un joueur qui va scorer pour lui-même. Je sais que s'il y a des fans des Bulls qui écoutent ça, ils vont se dire, ah, il a progressé quand même. Et c'est vrai qu'en fin de saison, il a montré quelques progrès, mais on est loin d'avoir un joueur complet à la main. Et en plus, en défense, c'est une grosse downgrade pour l'équipe. Donc, c'est aussi un coup dur. Et derrière reste finalement Ayo Dosunmu, qui est probablement plus aujourd'hui un meneur de jeu pareil à mi-temps et plus peut-être un arrière qu'on va primer pour sa défense. Et Goran Dragic. Et Goran Dragic, c'est un petit peu compliqué parce qu'il a 36 ans, qui sort d'une saison où il a très peu joué, un peu par sa faute parce qu'il s'est mis dans une position compliquée avec Toronto, mais on a l'impression que c'est quand même le bout de cycle pour lui et qu'il faut attendre une quinzaine de minutes par soir et pas plus. Donc je pense qu'ils vont se retrouver dans la même situation que l'année dernière où ils vont se dire bon démarre Zach, va falloir porter l'attaque et va falloir faire la différence par vous-même tant qu'on n'a pas récupéré Lonzo Ball quoi. Très clairement, on devrait du coup repartir encore une fois là-dessus sur les bases de la saison précédente, en espérant bien évidemment, et on en parlait dans le chat un petit peu, au vu de la progression de Lonzo et de tout ce qu'il a montré, on espère bien évidemment le revoir sur un parquet, que son opération récente s'est mieux passée que la précédente et qu'il n'a plus de séquelles. Ce sera vraiment ce qu'on espère et tout ce qu'on espère déjà pour la Ligue, mais aussi encore plus, vous l'aurez compris, pour les fans des Bulls. L'autre point, tu l'as un petit peu cité, tu as commencé à le citer, c'est Vucevic. Autre problématique de cette reconstruction, donc, le pivot qui avait été récupéré au moment de l'explosion d'Orlando à la trade deadline de 2021, si je ne m'abuse, qui était une des premières pièces un petit peu de la reconstruction des Bulls souhaitée et enclenchée par Arturas Karnisovas, bien évidemment, en provenance de Denver, pour ça qu'on connaît un petit peu. Finalement, Vucevic, avec la suite de cette reconstruction qui a été un petit peu, on peut le dire même complètement opportuniste de la part des Bulls, donc essayer de choper les meilleures pièces ici et là, et un petit peu ce qui se présentait, finalement il fait de moins en moins sens dans ce roadster. Et en plus, il faut l'admettre, il était, en tout cas la saison passée, en perte de rythme et d'efficacité. Est-ce que on peut, alors qu'il est dans sa dernière année de contrat, l'imaginer comme un asset potentiel? Est-ce qu'on en est déjà au point de potentiellement vouloir le trader ou au moins récupérer de la contrepartie avant son départ la saison prochaine? Est-ce que c'est l'objectif des Bulls de se séparer? Est-ce que ce ne serait pas, je vais le dire plutôt comme ça, l'objectif des Bulls de se séparer de Vucevic cette saison, peut-être à la trade deadline, histoire de récupérer quelque chose d'un peu plus intéressant en vue des playoffs et qui fitterait un petit peu plus l'équipe? On a peut-être un profil de défenseur sous l'arceau à aller chercher. C'est aussi quelque chose qui manque chez les Bulls. Qu'est-ce que tu en penses de Vucevic dans ce roster et des aspirations des Bulls et ce qu'ils pourraient en espérer vis-à-vis de cette situation? J'ai l'impression que le cas de Vucevic, il est un petit peu complexe. Déjà parce qu'il est arrivé dans un timing où les Bulls n'avaient pas vraiment idée de ce qu'il ferait l'été d'après. Et donc quand il arrive à la trade deadline 2021, je pense que les Bulls se disent on a besoin d'une option offensive et on a l'image de Vucevic qui porte un peu l'attaque d'Orlando. La saison où il arrive, il sort d'une saison avec un usage rating de 28,5, le plus gros qu'il a en carrière. Il sort une très grosse saison sur le plan du volume de jeu, hein, c'est-à-dire qu'on a à la fois un joueur de gros usage qui est capable de créer pour autrui, et on se dit que si on le met dans les bonnes conditions, on peut en plus augmenter son efficacité. Et finalement, derrière, on récupère Demar DeRozan, on récupère Lonzo Ball, et finalement, je pense que déjà à ce moment-là, la présence de Vucevic, elle est un petit peu anachronique, parce qu'il aurait eu besoin, comme tu le dis, de défense extérieure. Néanmoins, avec autant d'options offensives dans l'équipe, j'imagine que le plan de Karnisovas et de son front office, c'était d'arriver, de se dire, ok, peut-être que il va pas avoir autant de volume, mais c'est un facilitateur plutôt correct sur le poste de pivot, et on va pouvoir augmenter finalement son efficacité au scoring. Et en fait, il s'est passé tout l'inverse. C'est-à-dire que depuis qu'il est à Chicago, il est beaucoup moins efficace qu'à Orlando,
qui était pourtant une équipe qui n'avait pas tout pour le mettre en valeur. Il n'y a jamais eu de gros meneurs de jeu à Orlando. Il y avait peu d'options offensives, donc il devait porter beaucoup de charges. Et finalement, de voir qu'il est autant en difficulté aux Bulls, en fait, ça fait chuter sa valeur. Et effectivement, l'équipe aurait sûrement eu besoin d'un gros défenseur. Et je ne sais pas s'il y a un marché en fait pour Nikola Vucevic à l'heure actuelle. C'est un bon joueur, mais il a 32 ans. Visiblement, il n'a pas fait les progrès en termes d'efficacité qu'on attendait de lui durant sa carrière. Encore moins aux Bulls, malgré un effectif qui était plutôt viable. Et maintenant, bah oui, l'idée, ça pourrait être de l'échanger, mais en fait, qui va vouloir lâcher des assets pour ce joueur à l'heure actuelle? Je ne suis pas sûr que les Bulls puissent faire un trade gagnant à la sortie, quoi. Je notais dans mon conducteur avec un petit peu de... Puisque c'est dans l'ère actuelle, là, il y a Wembanyama, bien évidemment, qui sort de 2 matchs de gala vis-à-vis des Ricains, qui casse le game aux US. Est-ce que la course au tanking va pouvoir favoriser les Bulls? Peut-être des franchises qui auraient des profils de vétérans un peu inutiles qui pourraient prendre un Vucevic en fin de contrat qui voilà n'engage à rien sur le long terme. Peut-être qu'il y aurait des coups à jouer à ce niveau-là, je dis ça. Bon, je notais ça dans mon conducteur en me marrant un petit peu. Je sais pas du tout, je suis assez d'accord avec toi. En fait, quand j'ai écrit ça dans le conducteur, quand je décris la question, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme asset et comme récupération avec quelle équipe ou quoi, je me suis posé la question. Alors, je me suis pas posé la question 20 minutes, hein, pour être tout à fait honnête, parce que j'ai pas le temps, mais parce que j'ai pas eu le temps, mais c'est vrai qu'il n'y a rien qui saute aux yeux comme ça. Donc, voilà, je me disais, bon, peut-être la course au tanking fera en sorte qu'il y a des profils indésirables dans certaines franchises qui voudraient absolument tanker et réussir à choper le numéro 1 qui ferait que ça accélérerait un petit peu. C'est tout ce qu'on nous dit là, à l'heure actuelle en ce moment, en mode tout le monde va s'entretuer pour perdre des matchs. J'y crois un peu moins parce qu'on oublie que les décisions du FO sont pas forcément les volontés des joueurs sur le terrain. Donc il y a toujours une marge entre les deux. Mais effectivement, ça va poser en tout cas question cette problématique Vucevic et ce que les Bulls pourront ou non en tirer. Et peut-être le garderont-ils jusqu'à la fin de saison sans finalement récupérer d'assets à la fin. On verra bien. La dernière chose que je voulais aborder dans cette preview, Jérémy, et après on pourra bien sûr ajouter des choses ou voir avec le chat s'il y a des choses qu'on a oubliées, mais c'est l'aspect défensif. On a vu la saison passée que avec l'absence de Lonzo bien sûr, et vis-à-vis de la saison avec d'autres blessures également, mais on a vu que la défense périclitait un petit peu au fur et à mesure de la saison chez ces Bulls-là, et finalement que les victoires ne se faisaient presque plus que sur des coups de chaud, notamment de DeRozan offensivement. Sur 82 matchs, ça semble impossible de se sauver à chaque fois par des coups de chaud offensifs. Tout comme ça semble très difficile de réitérer une saison pareille pour DeMar DeRozan, qui était peut-être la plus belle saison de sa carrière, et vraiment au scoring, une saison très impressionnante de ces dernières années, tous joueurs confondus, je pense qu'on peut quand même le dire. Avec une efficacité vraiment très forte et des grosses, très grosses pointes au scoring. Comment est-ce qu'on va pouvoir trouver cette défense? On a vu qu'il n'y avait pas forcément de profil protecteur d'arceau qui souvent sont des profils planchers sur lesquels on peut compter et avec lesquels on peut se dire bon, on a un minimum d'établi. On a malgré tout des profils défensifs intéressants, de joueurs très intéressants. Je pense notamment bien évidemment à Patrick Williams, qui revenait de blessure la saison passée et qui va retrouver quand même de manière un peu plus pérenne la rotation et plus de minutes. On pense à des joueurs comme Javonte Green, comme Alex Caruso, Ayo Dosunmu. Est-ce que tu vois peut-être de manière systémique ou autre des façons pour ces Bulls-là de rester défensivement solides derrière la création offensive peut-être individuelle, mais malgré tout qui sera un petit peu planché, on va dire, de Zach LaVine et DeMar DeRozan? Comment tu vois l'aspect défensif des choses? J'ai du mal à voir les Bulls comme une bonne défense cette année, c'est-à-dire en tout cas une défense top 10. Je crois pas que ce soit dans les cordes parce qu'effectivement, comme tu dis, il manque de protection d'arceau.
qu'il y a quand même des joueurs qui sont très importants enfin, s'ils veulent gagner des matchs, comme des DeRozan, comme Zach LaVine, qui sont pas des énormes défenseurs. Maintenant, je pense qu'ils peuvent maintenir un niveau d'équipe moyenne de la ligue à ce niveau-là et que ça puisse éventuellement être suffisant. D'autant que, et si, alors il faut qu'ils arrivent aussi avec cette idée-là, mais je pense que ce qui les a tués l'année dernière, c'est d'avoir démarré peut-être aussi la saison trop fort. On sait que la saison NBA, c'est un peu une course de fond et qu'être premier dans les 20-30 premiers matchs de la saison, ça garantit pas du tout d'être en playoff à la fin de la saison. Et j'ai l'impression que les Bulls, qui étaient arrivés en pré-saison avec déjà des rotations de saison régulière, avec des titulaires qui jouaient beaucoup, avec une intensité défensive qui est inhabituelle à ce stade de l'année. Et dans les premiers matchs de la saison, ils ont peut-être aussi cramé un petit peu leur potentiel physique pour le reste de l'année. Ça, plus les nombreuses malchances qu'il y a eu, hein, on va pas la refaire, mais la vilaine blessure de Patrick Williams, d'Alex Caruso, après celle de Lonzo Ball, je pense que ça a demandé à des joueurs de tirer énormément sur la corde, notamment comme DeMar DeRozan, et que avec, on va dire, une saison mieux gérée et peut-être un effort un peu moins intense sur le départ, on peut avoir une équipe qui se maintient correctement sans être élite en défense. Donc honnêtement, je suis pas extrêmement inquiet pour la saison des Bulls. Je pense qu'ils ont le potentiel pour arriver un peu dans les mêmes eaux que l'année dernière. Et en défense aussi, avec énormément de joueurs qui s'engagent de ce côté-là et quand même un coaching staff qui est connu pour être plutôt solide en défense, arriver à faire le minimum pour se maintenir, quoi. C'est à peu près tout, j'ai l'impression, de ce qu'on pouvait dire sur ces Bulls-là. Bien évidemment, encore une fois, hein, ces previews n'ont pas vocation à être exhaustives. Je vous renvoie bien évidemment à la rediffusion YouTube, dans la description bien sûr à la preview signée Jérémy et Val bien sûr, pour lire un petit peu plus de choses et aller un petit peu plus loin sur cette équipe des Bulls. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter, Jérémy, ou est-ce qu'on peut s'arrêter là-dessus pour cette preview de Chicago? Bah écoute, non, bah, comme je le disais, c'était un peu une conclusion, hein, où je pensais qu'ils avaient les moyens de faire après la même saison. Si ce n'est à ajouter, un petit peu comme l'aparté que j'ai fait sur les Cavs. Contrairement aux Cavs, où j'ai l'impression que le banc apporte assez peu de garanties, j'ai l'impression que celui des Bulls en apporte un petit peu plus. Et on sait qu'en saison régulière, bah, avec voilà, le jeu des blessures, des absences, c'est important. Voilà, avec des mecs comme Javonte Green, Dosunmu, les arrivées d'André Drummond, et même qui, je pense, dans les bonnes conditions et bien coaché, peut faire des passages de saison corrects comme il a fait à Brooklyn. Je pense qu'ils ont fait un travail suffisant pour être une équipe de playoff et on va dire au moins faire aussi bien que l'année dernière. Zach LaVine, on en pense quoi? Nous demande Guillaume dans le chat. J'ai envie de renvoyer du coup à l'article que tu avais écrit il y a 1 an, 2 ans de ça, 2 saisons de ça. Ouais, je crois que ça fait 2 ans. Enfin, effectivement, alors pour répondre, j'aime beaucoup le profil de Zach LaVine offensivement. Je trouve qu'il a un côté menace aux 3 niveaux qui est assez impressionnant. Le déblocage qu'il a eu il y a 2-3 ans en devenant très très fort sur son pull-up à 3 points, je le trouve, ça a complètement débloqué son jeu. Je suis peut-être un petit peu déçu qu'il n'arrive pas à développer son playmaking plus que ça. Mais en même temps, j'avais pas, enfin, entre guillemets, je trouve que ça va avec son profil d'être limité à ce niveau-là. Et finalement, est-ce que c'est si grave dans la mesure où on a ajouté DeMar DeRozan qui, je le trouve, est tellement propre balle en main que finalement, ils font un duo de scoreurs assez létal. Et bon, après est-ce que Zach LaVine est devenu une superstar? Je pense pas. Mais pour moi, c'est quand même un des arrières offensifs les plus dangereux de la ligue et c'est déjà énorme. Je te rejoins en tout cas personnellement. Je vois que dans le chat c'est un petit peu plus partagé. Notamment Darius Garlanten qui nous dit LaVine personne, je ne sais pas quoi en penser. Je suis pas totalement convaincu. En joueur star qui porte une équipe vers le titre. Après, c'est toujours aussi un cap supplémentaire. Guillaume qui nous dit il faudrait un vrai moteur offensif à côté de LaVine, un vrai playmaker. Et qui propose juste après Russell Westbrook. Ça fera très plaisir aux fans des Lakers. Moi, du coup, j'en profite malgré tout puisqu'on parle de LaVine,
montrer cet article qui certes dans les stats bien sûr est maintenant un petit peu obsolète parce que c'était il y a 2 saisons de ça, mais qui dans le fond retrace bien l'évolution de Zach LaVine et parle bien de ses capacités offensives. C'était sur QI Basket Burnett, c'était signé Jérémy bien évidemment. Je vous invite à aller le revoir parce que malgré tout, si vous voulez un petit peu savoir ce qu'est fait, de quoi est fait, pardon, le jeu offensif de Zach, et ben tout est précisé là-dedans et sur la rediffusion YouTube, bien sûr, ce sera dans la description avec les ressources qui accompagneront cette vidéo et toutes les previews comme à chaque fois. D'ailleurs, on peut se poser la même question sur Mitchell, nous dire antenne. Effectivement, ça reste une question ouverte pour beaucoup de joueurs. Hein. Finalement, c'est une question très longtemps et qui, de toute façon, mérite, je trouve, pas mal d'expérience avant de pouvoir réellement y répondre parce que l'échantillonnage playoff aussi se fait dans la durée et donc c'est toujours intéressant à ce niveau-là. Et puis après, je trouve que voilà, l'aspect et création, initiation individuelle et création collective, c'est toujours un step qui est difficile à passer. J'ai toujours tendance à penser que s'il n'y a pas un petit peu d'inné dans la création collective, c'est très rarement accessible. On a vu quelques profils réellement switcher de création individuelle pure à création un petit peu plus collective, je pense à Casey notamment, mais ça reste, je trouve, l'exception. Et je trouve que l'inverse est peut-être plus facile. Mais bon, ça c'est une opinion un petit peu plus philosophique sur le jeu, s'il en est. Hein, c'est assez facile et assez pauvre comme avis, mais suffisant pour s'arrêter là-dessus. Jérémy, merci à toi. Merci également.